C'est l'ADER. Je ne vais pas dire ça. La peine de vous quitter. Souhaiter pour Noël. Bon, les deux sujets, bon, j'en reviens pas sur tous les textes, hein, puisque vous savez qu'on est sur cette semaine entre le PLFR, le PLF, on a toutes les queues de comète, bon, des lectures définitives. Sinon, bon, peut-être deux points qu'on a évoqués sur l'accord sur la formation. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment relativiser les choses. J'ai le sentiment, d'une part, on n'en est pas sur une position de consensus, que j'ai vu que la CGPME était réservée, et d'autre part, on est dans le prolongement du DIF, où je n'ai pas le sentiment qu'il y ait grand-chose de nouveau. C'est d'ailleurs en règle générale sur ce genre de sujet, quand on arrive à une position quasi de consensus, c'est qu'on n'y fait pas grand-chose. J'ai plutôt le sentiment que c'est un écran de fumée dans cet accord qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas signé. Au-delà de cela, sur le rapport sur l'intégration et sur l'immigration, bon, c'est tous exprimé, on est effectivement dans une vraie provocation avec quelque chose qui ne tombe pas, qui n'arrive pas par hasard, où le Premier ministre le découvre, puisque c'est un rapport qui était commandé depuis le mois de juillet dernier, auquel tous les ministères ont été associés, puisque je crois qu'il y a au moins 5 ministres dont les membres de cabinet siégeaient dans la commission pour préparer ce rapport, et qui traduit le Xème couac entre l'Élysée et le gouvernement, mais là c'est au plus haut niveau, puisque c'est entre le Premier ministre et le Président de la République. Bon, ce qu'il y a dans ce rapport est pour nous insensé. On est dans une véritable provocation. On voit bien l'utilisation qu'il y a, la vieille technique de la gauche d'actionner des brûlots pour faire monter le Front National avant des rendez-vous électoraux, et notamment les municipales. Mais bon, c'est irresponsable, c'est provocation, je veux dire tout cela. J'ai eu l'occasion de dire que c'était une hérésie, ça n'a aucun sens. Donc maintenant, moi je suis curieux de savoir où est la ligne, puisque j'ai cru comprendre que le Premier ministre s'était fait rappeler à l'ordre. On ne lui posera pas la question aujourd'hui, puisque bon, le Premier ministre n'est pas là, ni Manuel Valls, mais on aura, je pense, demain l'occasion de l'interroger sur le sujet, parce que ça mérite une explication claire du Premier ministre. Voilà ce que je pouvais. Est-ce que vous avez des lectures de la loi de programmation militaire, notamment de la question de l'article 20 sur la surveillance des réseaux et des libertés? Oui, je pense que l'article 20, on avait le rapport spécial d'ailleurs là-dessus, hein, puisque le rapport spécial avait été confié à Patrice Verchères, donc à nos collègues UMP. On a un système qui est plus sécure que ce que l'on avait auparavant, puisqu'il existait déjà un système de connexion. Auparavant, le système de connexion permet en fait de localiser, d'identifier les adresses IP, etc., mais de ne pas avoir la connaissance des conversations. Donc ça, c'était la loi de 2006, qui arrivait d'ailleurs à son terme, et par ailleurs, il y a un système d'interception qui existait, qui était, lui, dans la loi de 91. Donc là, il y a fusion des deux aujourd'hui, avec sécurisation du système, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mains uniquement du ministre de l'Intérieur, mais nous sommes sur une instruction écrite, sur une autorisation donnée par le Premier ministre, avec un dossier qui est instruit à la demande de ministre et motivé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Encadré par la Commission nationale d'interception qui doit se prononcer dans les 48 heures, donc dans un délai beaucoup plus court. Et puis ensuite, plutôt que d'être sur un délai de 4 mois, on est sur un délai de 1 mois, renouvelable le cas échéant. Donc on est sur un système qui me semble, moi, tout à fait opérationnel. Donc vous ne soutenez pas la démarche de saisir le Conseil? Non, il y a la position du groupe, peut-être qu'il le fasse, autre chose. Mais sur la position du groupe, je l'ai redit ce matin, on n'a pas de saisine. Et sur la Charte européenne des langues régionales qui va venir le 22 janvier à l'Assemblée?
c'est un sujet sensible, comme vous le savez. Donc, on en reparlera à ce moment-là. La ligne très majoritaire au groupe, c'est de ne pas y être favorable. Ceci étant, bon, vous avez des personnalités qui ont des points de vue différents sur ce sujet. Donc, je l'ai évoqué rapidement ce matin en réunion de groupe, mais bon, ça vient le 21 ou le 20, je ne sais plus, donc on verra à la rentrée. Mais j'ai vu que c'était inscrit. Alors, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est sur l'utilisation que fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle est inscrite sans vraiment l'assumer, puisqu'on n'est pas dans un PJL constitutionnel, on est dans une PPL constitutionnelle, et une PPL constitutionnelle, donc si elle est votée dans la même forme dans les deux chambres, elle conduit à un référendum. Donc est-ce que le président de la République est prêt à faire un référendum sur ce sujet? Parce que j'imagine quand même si on voit qu'il y a de plus en plus de tensions entre Matignon et l'Élysée, que j'ose imaginer que le président de la République a été informé que le groupe PS déposait une PPL sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Laurent Fabius ce week-end qui dit que une bonne réforme fiscale, ce serait celle qui baisserait les impôts et qui baisserait les dépenses publiques? Ben, ça peut être un point de convergence avec Fabius. On l'a dit la semaine dernière, enfin, à chaque fois que... Pour nous, cette réforme, elle passe d'abord par la nécessité d'une baisse de la dépense publique. Et la baisse de la dépense publique génère une baisse d'impôts. Parler de baisse d'impôts, si on ne parle pas de baisser la dépense publique, c'est de la démagogie. Et l'angle sur lequel nous devons être aujourd'hui, c'est celui du coût du travail. Et donc, dans le sujet dépenses publiques, on a un sujet social extrêmement important. Financement de la protection sociale. Est-ce qu'on le fait sur le travail ou sur une autre assiette? Nous, on est favorable à une autre assiette. Remonter le salaire net en baissant les prélèvements. Abaisser le coût du travail en baissant les prélèvements. Et on a plus de marge sur le volet social, d'ailleurs, que sur le volet purement fiscal, mais on en a aussi sur le fiscal. Alors, ce qui est invraisemblable sur cette réforme telle qu'elle a été annoncée par le Premier ministre, d'ailleurs, bon, ça se découvre, c'est-à-dire que l'objectif était de gagner du temps, ce qu'il a réussi à faire, puisque il a passé Noël à Matignon comme prévu, et donc ensuite, on a vu le dernier rendez-vous avec le Premier ministre. Vous avez le Premier ministre qui annonce une grande réforme fiscale. Et puis, il vous dit que finalement, on ne sait pas très bien sur quelle piste il va aller, puisqu'il faut peut-être regarder sur l'impôt sur les sociétés, mais aussi sur l'IR, mais aussi sur le financement de la protection sociale, mais aussi, pourquoi pas, une fusion IR-CG, mais en même temps, on peut aussi en discuter. Et puis sur les bases cadastrales, et puis sur la fiscalité locale. C'est-à-dire annoncer une réforme comme celle-là sans savoir absolument où il va. Alors ça a une conséquence, c'est un élément de critique à son endroit, mais c'est surtout extrêmement gravissime sur le plan économique, puisque dans ces périodes-là, on sait qu'on fige l'économie. Si vous voulez bloquer les investissements, il suffit de dire d'annoncer une réforme fiscale sans mettre de calendrier, sans mettre d'objectif, et de dire, on va voir, et j'ajoute en plus, il faut trouver des systèmes d'évaluation partagés par tous. Là, on est sûr que dans 10 ans, on en parle encore. Mais en attendant, on a encore freiné les hypothèses de reprise de croissance. Tout cela pour un objectif qui est purement politicien. Moi, c'est ce que vous m'accorderez le mérite de la continuité. C'est la position que j'ai tenue depuis le début, parce que j'ai toujours senti ça de cette manière-là. Quand on ne sait pas clairement où on va, et là, c'est le cas. J'ai été incapable, en plus d'une heure d'entretien, de savoir quelle était sa ligne. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs des ministres concernés. Est-ce que la garde à vue de Claude Guéant a été évoquée au groupe? Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Je ne le commenterai pas plus aujourd'hui qu'hier. Qui suit son cours. Et sur l'éventualité d'une proportionnelle, d'une dose de proportionnelle qui était relancée par
intéressant à placer au premier mandat? J'ai toujours été clairement opposé à la proportionnelle comme au mandat unique. Et on voit bien que dans l'esprit de la gauche, les deux sont liés. Et le jour où on arrive à cela, on a à la fois une perte d'ancrage sur le terrain d'une part, et puis d'autre part, vous faites une assemblée qui sera de plus en plus composée de représentants venant de la fonction publique ou des appareils politiques, c'est-à-dire que des parcours de gens qui ont été reconnus sur leur terrain par leur parcours professionnel, la gestion de collectivités ou autres, n'arrivent pas dans le système à la proportionnelle. Parce que le système à la proportionnelle du scrutin de liste fait qu'à un moment, vous avez la bénédiction de votre président de parti politique, et que vous soyez à l'UMP, au PS, au Front ou au PC, c'est la même chose. Et moi, je suis pour le suffrage uninominal à 2 tours. Je pense que Donc la logique, c'est la proportionnelle. Le mandat unique implique obligatoirement... quand on met le doigt dans l'engrenage, on va au bout. Et il faut reconnaître ça à placer, c'est qu'il a, contrairement aux socialistes et à Hérault, il a le mérite de la cohérence. Et lui, il a toujours assumé. Hein. Les Verts, de ce point de vue, ont toujours assumé proportionnel et mandat unique. Hein. Ben, au moins, on ne peut pas leur faire ce reproche. C'est bon ?